colonialisme, comme le féodalisme, comme la discrimination contre les femmes, etc., le capitalisme doit être éliminé, détruit. C'était au Congo. Un des minéraux les plus précieux du monde, le plus demandé dans le monde, c'est le coltan. Avec le coltan, on fait votre caméra, on fait les téléphones portables, on fait beaucoup de choses, le coltan. Or, le coltan se trouve dans des bières très friables. Seuls des enfants de 10 à 15 ans, filles et garçons, peuvent s'introduire dans ces puits. Et souvent meurent, puisque le puits s'effondre. Et j'ai visité plusieurs de ces enclaves minières qui appartiennent à des grandes sociétés internationales, Glencore, Rio Tinto, des sociétés multinationales. Et j'ai vu ce travail esclave des enfants qui mettent à jour d'immenses richesses pour un salaire totalement ridicule. Et ces sociétés transcontinentales minières qui exploitent le travail des enfants au Congo ont un pouvoir plus fort que le pouvoir, par exemple, des États-Unis. Je prends un exemple. Le président Obama a fait une loi et a dit désormais ne pourront plus être vendus sur le marché américain des minerais qui sont exploités dans des conditions inhumaines. M. Trump est venu au pouvoir l'année dernière, les grands trusts miniers sont allés à la Maison-Blanche, ont dit cette loi nous gêne. Et Trump a dit puisque vous pensez que c'est une loi gênante, je vais la supprimer. Il a supprimé cette loi. L'opinion publique, dans les démocraties, je ne parle pas du Honduras ni de Pékin, mais dans nos démocraties européennes et la France notamment, si elle se levait, elle pourrait briser ces mécanismes meurtriers. Demain matin, si la spéculation boursière sur les aliments de base était interdite dans tous les pays industriels, eh bien, en quelques mois, des millions et des millions d'êtres humains seraient sauvés de la faim, vivraient parce que la spéculation boursière, évidemment, fait augmenter tout le temps les prix du riz, des céréales et du maïs. Autrement dit, quintessence de mon livre, le capitalisme doit être éliminé, détruit. Comme l'esclavage, comme le colonialisme, comme le féodalisme, comme la discrimination contre les femmes, etc., le capitalisme est un système économique et social qui ne peut pas être réformé, ne peut pas être humanisé. L'esclavage dans le passé ne pouvait pas être humanisé, ni le colonialisme. Eh bien, ce capitalisme qui détruit la planète, qui donne d'énormes fortunes à quelques-uns, doit être abattu, peut être abattu avec les armes constitutionnelles que nous avons et fera place un ordre du monde basé sur la solidarité entre les peuples et les hommes, de la réciprocité et de la complémentarité. J'espère aussi, avant ma mort, la fin du capitalisme. On vous entend pas! Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. On est filmé. Vois la caméra. Ah ouais, on sourit, non? Bien sûr. Pas trop pour pas montrer qu'on est trop payé, sinon. Hein.
terminale, là, on peut la mettre en Arrêtez, stop! Stop! On s'arrête, s'il vous plaît! Stop! Restez des terres! On bloque le pays! Macron nous fait la guerre, et sa police aussi! Mais on reste des terres pour bloquer le pays! Macron nous fait la guerre, et la police aussi! Dans le haut de Solidaire, la main maçonnique avec le triangle, les buts de la République. Oui, elle est à qui? Elle est à nous. C'est eux qui sont venus, on était au milieu. C'est eux, ils ont coupé le partage en deux. Je sais pas ce qu'ils ont foutu là. On va pas se Non, non, non à la répression. Oui, oui, oui à la révolution. Macron. Si tu savais ta réforme, Macron. Si tu savais ta réforme où on s'en met. Aucune hésitation. Non, non, non. À la répression. Oui, à la révolution. Al pueblo unido. Le peuple subi.
Les patrons licencient, licenciant les patrons. Les patrons licencient, licenciant les patrons. Les patrons licencient, licenciant les Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour le les travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Et la mer. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Remettez-vous sur les côtés là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites comme tout à l'heure. C'est de la provocation que vous faites. Allez où? Allez où? C'est de la provocation que vous faites. La provocation gratuite.
la main maçonnique avec le triangle, les putes de la République. Oui, elle est à qui? Elle est à nous. C'est eux qui sont venus, ils ont été au milieu. Et ils ont coupé le partage en deux. Je sais pas s'ils ont pris là. On va pas jouer. Faut pas le dire, il faut le penser. La vieillesse revêt du grand capital. Faut pas le dire, il faut le penser. On le pense, on le dit. Travaille, consomme et ferme ta gueule. Pour l'honneur des travailleurs et pour une retraite heureuse, même si Macron ne veut pas nous. On reste là, on reste là. Pour l'honneur des travailleurs et pour une retraite heureuse, même si Macron ne veut pas nous, on est là. Soutenu par la majorité de l'opinion publique et l'exécutif Macron-Philippe. L'enjeu principal de ce bras de fer, c'est la réforme ou la contre-réforme, ça dépend d'où on se place, des retraites. On peut naïvement se demander pourquoi le pouvoir s'est mis dans cette galère impopulaire. On peut aussi essayer de comprendre les jeux d'intérêt entre public et privé, entre les conseillers de l'ombre de l'Élysée et de Matignon, et les lobbies divers et variés. Pour aller plus loin sur cette voie, j'ai fait appel à mon excellente consoeur Aurore Corius, qui travaille pour le site d'information Les Jours, en particulier sur une série d'articles dénommés Les Conseillers. Elle a enquêté pendant des mois sur des personnages comme Jean-Paul Delevoye, l'ancien haut-commissaire aux retraites, dont la liste des conflits d'intérêts semble aussi longue qu'un jour sans pain, ou Jean-François Cirelli, le PDG France du fameux fonds de pension américain BlackRock. Elle est venue pour nous en parler. Bonjour Aurore. Bonjour. Alors tu as consacré ces derniers mois pas moins de 6 articles sur les acteurs, aux acteurs institutionnels de la réforme des retraites, et le dernier article donc, il est centré sur Jean-François Cirelli du fonds de pension américain BlackRock, dont je parlais précédemment, qu'on nous dit être la grande âme derrière cette réforme controversée. Alors, qu'est-ce que BlackRock? Parce qu'on en parle beaucoup en France, on voit BlackRock dans les manifs. Qu'est-ce que BlackRock et qui est Jean-François Cirelli? Commençons par BlackRock. C'est qui, c'est quoi BlackRock? BlackRock, c'est le plus grand fonds de pension américain qui brasse 6 000 milliards de dollars. Il s'est beaucoup développé après la crise financière de 2008 sur des produits financiers un peu nouveaux. Il s'est beaucoup développé à ce moment-là. Et donc BlackRock a des participations dans beaucoup d'entreprises à travers le monde, des petites participations, 4-5%. Et en France, BlackRock a des participations dans à peu près la moitié des entreprises du CAC 40, Vinci, Vivendi, entre 1 et 5% ou 6% de ces entreprises. Donc BlackRock arrose un petit peu la moitié des entreprises du CAC 40, ce qui n'est pas rien. Encore une fois, ce fonds de pension brasse le plus gros volume d'actifs au monde, 6 000 milliards de dollars. Et BlackRock a commencé à regarder de près le marché français vers 2015-2016. C'est à cette époque-là d'ailleurs que Jean-François Cirelli a été embauché comme PDG de BlackRock France. Il se trouve qu'en plus, quand Emmanuel Macron a été élu, Emmanuel Macron lui-même a eu pour projet d'attirer l'argent des fonds de pension américains vers la France, et que BlackRock, le PDG de BlackRock Monde, Larry Fink, a été le premier PDG d'une entreprise financière à être reçu à l'Élysée en juillet 2017. Avant les patrons des banques françaises. Avant les patrons des banques françaises, c'était le tout premier à être reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron en personne. Et Jean-François Cirelli lui-même, donc qui est à la tête de BlackRock France, a un réseau important. C'est vraiment important de dire qui est François Cirelli et de retracer son parcours. C'est ce qu'on a essayé de faire sur lesjours.fr, parce que
C'est un personnage qui connaît bien, alors d'abord c'est un personnage qui connaît bien le dossier des retraites, puisqu'il a piloté la réforme des retraites de 2003 à Matignon, en tant que directeur de cabinet adjoint de Matignon, à l'époque directeur de cabinet adjoint de Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre. Et c'était en fait vraiment celui qui gérait les dossiers à Matignon à l'époque. Il a piloté la réforme de 2003, qui avait déjà aligné la durée de cotisation du public sur le privé, voilà, notamment, et d'autres mesures. Avant ça, il avait été conseiller économique à l'Élysée, notamment après l'élection de Jacques Chirac, donc à partir de 1995. Et déjà à l'époque, il était un conseiller économique avec un libéralisme assez décomplexé. D'ailleurs, il se tirait un peu la bourre avec la fille de Jacques Chirac. Claude Chirac, qui l'appelait Ernest Antoine, c'est ça? Voilà, Claude Chirac qui avait orienté la campagne de son père, qui était donc la communicante de Jacques Chirac, c'était elle qui gérait sa communication. Elle avait pas mal orienté la campagne présidentielle de son père autour de la fracture sociale, et elle n'était pas totalement sur la même ligne que Jean-François Cirelli, donc elle l'appelait Ernest Antoine, du nom du président du MEDEF de l'époque, Ernest Antoine Seyer. Et lui a eu du mal un peu à trouver la réplique, et puis au bout d'un moment, il a fini par l'appeler Arlette, voilà. Bon. Mais Arlette comme Arlette Laguiller. Arlette comme Arlette Laguiller, voilà. Ça montre à quel point il est à droite. Voilà, donc ça dit quand même des choses sur la ligne très libérale de Jean-François Cirelli, qui s'est confirmée par la suite, puisque par exemple c'est lui qui a piloté à l'Élysée en tant que conseiller économique, il a piloté le passage à l'euro, donc qui était programmé pour 2002, et donc il a vraiment œuvré pour que la France se qualifie dans le passage à l'euro. Il y avait des critères économiques très drastiques dans lesquels il fallait rentrer. C'était dealé avec l'Allemagne notamment, au niveau européen. Et du coup, il a vraiment piloté ça. Donc c'est quelqu'un qui est du côté clairement du libéralisme économique, de la rigueur budgétaire. C'est la ligne qu'il a suivie à l'Élysée. Et ensuite, donc en 2002, quand Chirac est réélu, il est parachuté au cabinet de Jean-Pierre Raffarin à Matignon. Et là, il pilote la réforme des retraites de 2003, qui est une réforme qui a eu du mal à... Il faut se souvenir quand même qu'il y a eu 2 millions de personnes dans la rue en 2003, hein, c'était pas rien. Il y a eu du monde pour protester contre cette réforme. Et finalement, elle est passée. Et Jean-François Cirelli a dit que c'était l'une de ses plus grandes fiertés. Il a déclaré au monde que c'était sa plus grande fierté. Voilà. Donc il en est très fier de cette réforme. Ensuite, il a été nommé à la tête de Gaz de France, donc en 2004. À l'époque où Gaz de France était encore une entreprise publique. Mais c'est lui qui va organiser la privatisation de Gaz de France, qui démarrera à partir de 2006. Donc il fait partie vraiment de ce modèle, de ce profil de conseiller du pouvoir, de hauts fonctionnaires qui ont commencé leur carrière. Lui, il vient de l'administration du Trésor, hein, donc de Bercy. Et comme beaucoup de hauts fonctionnaires issus de Bercy, issus de l'Inspection Générale des Finances, issus du Trésor, qui vont ensuite dans les cabinets ministériels. Ensuite, pas mal de ces conseillers ont été parachutés à la tête de grandes entreprises publiques pour faire les privatisations. Ça a été le cas aussi de Stéphane Richard à la tête de France Télécom, un peu plus tard que Gaz de France. Mais c'est vraiment ce profil de conseillers du pouvoir et de hauts fonctionnaires qui vont privatiser les entreprises publiques. Donc ça, il est resté à Gaz de France jusqu'en 2015. Il a été évincé par... il a entre-temps aussi fait la fusion avec Suez. Il a été évincé par Mestrallet, le PDG de Suez. Et finalement, il va chez McKinsey, donc un cabinet d'audit, voilà, pendant 1 an. Et ensuite, il est recruté par BlackRock. Et c'est là que BlackRock, à partir de cette période, veut vraiment s'implanter en France. Et BlackRock va chercher Cirelli, Jean-François Cirelli, à la fois pour ses réseaux économiques, mais aussi pour ses réseaux politiques, évidemment. Hein. Il a été à l'Élysée, il a été à Matignon, il a des réseaux à droite, et il a ses entrées aujourd'hui dans les ministères. Donc, il a été recruté pour ça, pour créer des liens avec le pouvoir en place, quel qu'il soit d'ailleurs. Hein. À l'époque, en 2016, on ne savait pas que ce serait Emmanuel Macron, mais en tout cas, pour Emmanuel Macron, enfin, les liens avec l'exécutif et avec l'Élysée et avec Matignon sont là, quoi. Alors, on a affaire à une forme de pantouflage qui est très préoccupante, puisqu'elle va au-delà du pantouflage. Ce sont des serviteurs de l'État à la base, mais ils semblent être des missionnaires au service du grand capital, pour utiliser les mots qui fâchent, qui infiltrent l'État et qui subvertissent en fait l'intérêt public aux intérêts privés, puisque au final, dans ces mouvements entre le public et le privé, il sert les intérêts du privé, et même pas du capitalisme français, d'un capitalisme international qui s'impose en France, parce qu'il faut aussi rappeler que BlackRock est le premier investisseur privé à la Bourse de Paris au sein du CAC 40. Absolument.
Donc, il n'y a pas quelque chose qui va au-delà du pantouflage, là, mais de... Ah, c'est bien au-delà du pantouflage. On parle de pantouflage quand, effectivement, le pantouflage, c'est à la fois... Il y a des fonctionnaires, par exemple, des hauts fonctionnaires... En fait, pourquoi y aller imposer?